Valdoise, il me semble. Il a 29 ans. Exactement. Bonjour. Bonjour Maxime. Le bar de l'économie, c'est parti jusqu'à 11h. Très bonne émission. Moi j'ai fini ma mission. Allez. Ton masque, nous avons. Bonne émission. Merci Christophe. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler de la ville de Montmorency en Val d'Oise, mais nous allons parler aussi de facilities et d'emploi dans l'immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique, et bienvenue au bar de l'économie sur Radio Anguin, et merci de votre fidélité. Voilà, donc pour parler de tous ces sujets, eh bien j'ai la chance et le plaisir, et je les remercie d'ailleurs d'être présent en studio à mes côtés. Maxime Tory, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout jeune maire de Montmorency en Val d'Oise. Vous êtes aussi vice-président de la communauté d'agglomération Plaine Vallée, la communauté de communes, comme on dit, en charge de la sécurité. Et à double titre, vous êtes jeune car vous venez d'être élu pour la première fois à une élection grand public. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez que 29 ans. Nous ferons donc connaissance avec vous et nous verrons ensemble vos projets pour cette ville en Val d'Oise. Nous parlerons également bien sûr finances et ressources et puis de la situation des entreprises, des artisans et des commerces à Montmorency. À nos côtés, Frédéric Rose, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes secrétaire général d'Orvea, un service pour les promoteurs immobiliers dans ce qu'on appelle le facilities, c'est-à-dire des services sur mesure qui peuvent aller de la propreté à la sécurité. On en saura un petit peu plus avec vous tout à l'heure. Et puis à nos côtés, Aurélie Dantès, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous pilotez la stratégie d'acquisition et de fidélisation des candidats sous la fonction de Talent Acquisition Manager chez Recrutimo, parce que Recrutimo, c'est une plateforme digitale de recrutement dédiée exclusivement au métier de l'immobilier. Or, les agences immobilières sont fermées en ce moment, donc on verra si ça a un impact ou pas, bien sûr, sur votre activité. Alors, comme d'habitude, les infos du jour, et on commence tout de suite par nos 2 minutes sur le Covid avec une question que vous posez tous, en tout cas on me la pose régulièrement. Peut-on avoir la Covid 2 fois? Réponse de notre médecin. Vous vous posez sur la Covid, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Est-ce qu'on peut attraper la Covid 2 fois? Et la réponse est oui. Il a été rapporté dans le monde plus d'une vingtaine de cas confirmés, parce qu'il faut bien faire la différence entre j'ai eu 2 fois un syndrome grippal, ça n'a pas de valeur. Les 2 cas confirmés d'infection à coronavirus avec du virus qui a été identifié. Alors, ça existe, mais rappelons que face aux plus de 50 millions de cas de coronavirus SARS-CoV-2 rapportés dans le monde, ça reste quelque chose de rare. Alors, nous, on a l'impression sur le terrain qu'effectivement, pas mal de personnes nous disent « Ah oui, mais moi j'ai déjà eu en mars, je l'ai encore maintenant ». Là encore, il faut faire attention, car en mars, avril, février, on testait très peu. Donc, beaucoup de personnes ont été étiquetées SARS-CoV-2 alors qu'il n'y a pas eu de test, et alors que maintenant les tests sont faits. Donc la réponse est oui. La fréquence, je pense quand même qu'elle est faible. Et un autre point important, la gravité du SARS-CoV-2, quand on l'a 2 fois, elle peut être plus forte la première ou la deuxième fois, alors qu'on avait beaucoup dit pour d'autres virus qu'on avait attrapé 2 fois, que la deuxième fois on était plutôt un peu immunisé et que c'était moins fort. Donc des gravités variables, mais un virus qui peut muter peut-être aussi. Alors ça, c'est une grande question. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que le fait que le virus mute, et il mute obligatoirement, soit un facteur de gravité. Un virus, ça mute tout le temps. Hein. Le SARS-CoV-2, il a déjà des milliers et des milliers de mutations décrites. Rien d'étonnant dans tout ça. Mais ça n'a, à ce jour, pas d'impact sur la gravité de la maladie. Si je reviens à la réinfection, pas mal de ces cas, sinon tous, en fait, ce sont des patients qui avaient été mobiles et qui avaient été dans 2 pays, 2 zones différentes. Et oui, dans ce cadre-là, c'était effectivement des virus qui étaient légèrement différents.
Voilà, dans tous les cas, soyez prudents et adoptez les gestes barrières. Voilà, merci beaucoup à Jean-Claude Durousseau qui nous fait ces 2 minutes donc sur la Covid. Donc à la question, peut-on avoir la Covid 2 fois? Oui, mais il n'y a que 20 cas, vous avez entendu, sur 50 millions, donc pas de quoi non plus avoir peur. Et puis pour le moment, comme a dit le professeur Gilbert Deray, pas de mutation donc du virus. Alors, l'info du jour, eh bien, c'est Valérie Pécresse qui vient de présenter le résultat du soutien en faveur de l'industrie francilienne. C'est très important. Et ça, c'est suite à un appel à projet qui a été fait au mois de juillet et qui s'est terminé le 21 septembre. Et l'appel à projet s'appelle Relance Industrie. 75 projets ont été sélectionnés sur à peu près 280. Pour 42 millions d'aides financières financées par la région Île-de-France au lieu des 20 millions prévus. Alors cet appel à projet Relance Industrie permet de financer des projets de relocalisation, d'implantation, de transformation ou de diversification, bien sûr sur le territoire francilien. L'objectif est d'accélérer la réindustrialisation, l'innovation, mais aussi de transformer des filières traditionnelles en se projetant dans l'avenir, car il faut garder nos savoir-faire. Donc par exemple, un imprimeur a été subventionné et l'objectif est de créer bien sûr ou de maintenir de l'emploi et notamment l'objectif c'est 6 000 emplois sur le territoire d'ici quelques temps. Alors parmi ces 75 entreprises lauréates, 10 d'entre elles se trouvent dans le Val d'Oise pour un financement total de 5,5 millions d'euros permettant de créer ainsi 135 emplois. Je vous propose ma rencontre avec 2 chefs d'entreprise qui ont été sélectionnés. Et tout d'abord, Stéphane Regnault, le patron de Vigon à Écouen. Elle est depuis toujours à Écouen et qui s'est diversifiée et s'est développée dans le monde entier maintenant sur un salon de spécialité. Et en particulier, donc, c'est un rapport artériel qui permet globalement de surveiller l'hémodynamisme des patients. Ce qui a été très fortement demandé pendant la crise du Covid. Alors c'est vrai que les industries de santé, j'ai envie de dire, ont à la fois été très demandées et très secouées, comme toutes les industries, par cette crise du Covid, puisque en quelques semaines, il a fallu complètement réorganiser la production autour de quelques produits et quelque part abandonner la production autour de tous les autres, puisque les hôpitaux se sont spécialisés sur un certain nombre d'activités assez réduites et ont reprogrammé, maintenant tout le monde se rend compte de ce que ça veut dire, les autres activités. Donc ça nous a demandé un effort d'adaptation très important dans une période où le taux d'absentéisme était aussi très élevé. Et ça nous avait fait prendre conscience de l'importance à la fois de l'efficacité et de la réactivité que l'on devait avoir quand on fait des produits de santé, parce que les crises, ça arrive, et en cas de crise, notre travail, et c'est ce que j'ai largement communiqué au sein de l'entreprise, c'est de pouvoir fournir aux soignants les dispositifs dont ils ont besoin pour prendre en charge leurs patients. Alors le projet, c'est un projet d'automatisation donc de la production d'un cathéter. Nous employons en tout 2400 personnes, un peu plus de 1000 en France et un peu plus de 500 sur le site d'Écouen. Pourquoi a-t-on besoin d'automatiser la production de ces cathéters? C'est très simple, c'est un marché mondial, c'est un marché sur lequel la concurrence est importante. Et c'est un marché sur lequel les prix jouent un rôle tout à fait essentiel. Tous les systèmes de santé dans le monde perdent de l'argent et donc la pression sur le prix des fournisseurs, les prix proposés par les fournisseurs est vraiment constante et les prix baissent régulièrement. Si on veut conserver nos emplois en France, si on veut conserver nos emplois dans la région, il faut être compétitif, il faut pouvoir se battre contre les gens qui font ces produits à la main, à des coûts très bas, dans d'autres endroits du monde. Et donc ce projet va nous permettre non seulement de conserver les emplois sur notre site d'Écouen, mais de développer ces emplois et puis de prendre des parts de marché au niveau mondial. C'est ce que l'on doit faire si on veut maintenir encore une fois et développer notre activité dans le pays. Produire en France, c'est à la fois facile et difficile. Je ne connais pas un seul chef d'entreprise qui aille produire dans une usine à 10 000 km juste par goût de l'exotisme. Ça n'existe pas. On a tous envie de produire chez nous, on a tous envie de produire en France. Pour le faire, il faut investir. On investit à peu près autour de 15 millions par an dans nos usines, de façon récurrente, de façon régulière. Et malgré ça, on est obligé de faire des choix.
parce qu'on peut pas tout faire, parce que les opportunités sont nombreuses, on peut pas tout faire. Et je remercie vraiment beaucoup la région qui nous permet sur ce projet bien précis de passer un cap, de trouver cette réactivité, de trouver cette capacité de production et d'investissement qui va encore une fois garantir la pérennité de notre entreprise dans le Val d'Oise. Merci beaucoup. Donc Stéphane Regnault est le patron de Vigon. Vigon est installé à Écouen dans le 95 et il travaille dans le domaine de la santé. Il a obtenu une subvention de 600 000 € qui permettra de créer 8 emplois sur le site d'Écouen. Autre exemple de subvention, c'est celui de Nicolas Heitz, l'un des fondateurs d'Exotrail. Il est installé dans le 91 et c'est le plus jeune patron parmi les 75 choisis donc par la région. Voici ce qu'il dit. Écoutez à tous. Déjà, je commence par des remerciements en fait à vous, Madame la Présidente, à vous, Madame la Vice-Présidente, à l'ensemble de la région, à l'ensemble de vos équipes. Déjà pour l'efficacité et la qualité de l'instruction. Donc, très honnêtement, le temps qu'ils ont passé avec moi, j'ose à peine imaginer le temps qu'ils ont passé avec tout le monde. Voilà, donc c'était de qualité. Je suis encore plus content d'être ici autour de cette table, d'en être le réel. Voilà, donc merci pour votre soutien. Alors, Exotrail, c'est une start-up de l'industrie spatiale. Alors, je me sens un peu jeune à côté de mes confrères. Nous, on a été créé en 2017. Voilà, donc on n'est pas très vieux. Voilà, on a été créé par quatre ingénieurs. Aujourd'hui, notre siège est à Massy, dans l'Essonne. Alors, vous me permettrez, le secteur du spatial étant un petit peu lointain, je vais présenter 2-3 choses et pour vous montrer un petit peu dans quoi s'inscrit l'aide que vous nous octroyez. Exotrail, donc du coup, notre objectif, c'est essentiellement d'apporter de l'agilité au secteur, au marché des petits satellites. Donc ça, aujourd'hui, on le fait en vendant essentiellement 2 choses. Des moteurs pour des petits satellites de 10 kg à 200 kg, qui sont là pour les propulser une fois qu'ils sont dans l'espace. Et ensuite, on vend également des outils logiciels de conception et d'opération de mission pour aider nos clients à savoir un peu où et comment se déplacer dans l'espace. Ces outils logiciels sont faits à Toulouse et à Massy, on s'occupe de concevoir, développer et fabriquer nos moteurs. Alors, l'intérêt de ces moteurs, qui font à peu près la taille de 2 briques de lait, donc c'est assez petit, l'intérêt de ces moteurs, c'est de pouvoir agir sur les satellites une fois qu'ils sont lancés, donc après leur lancement par la fusée. Le principe, en gros, est de pouvoir, derrière, permettre des optimisations des coûts de lancement, amélioration des performances et également de pouvoir permettre à la fin de vie d'une mission de pouvoir désorbiter les satellites pour qu'ils puissent se désintégrer en rentrant dans l'atmosphère et ainsi réduire la pollution spatiale qui sera un des enjeux intéressants de cette décennie. Voilà. Alors actuellement, nous, on est une équipe notre équipe est une trentaine de salariés. On a conçu et lancé très récemment notre premier démonstrateur dans l'espace, donc c'était il y a 10 jours. Voilà, on a de la chance que ça marche. Actuellement, là, en parallèle, on a lancé des chantiers d'industrialisation de nos produits, des chantiers d'accélération du développement commercial. Et aujourd'hui, en gros, Exotrail s'inscrit dans 3 grandes ambitions qui sont une ambition d'innovation, ambition industrielle et ambition spatiale. Et ces ambitions, elles demandent du temps, elles demandent beaucoup de temps, elles demandent beaucoup d'investissement également, elles demandent des compétences performantes et rares et précieuses. Et aujourd'hui, l'aide, c'est dans ce contexte en fait que l'aide de la région Île-de-France Relance Industrie s'inscrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà évidemment du crédit que ça apporte à notre projet, dont on est honoré, ça nous accélère en fait notre développement et on en a fondamentalement besoin vis-à-vis des enjeux importants de timing qu'on a en face de nous. Voilà. Le dernier point également, je voudrais rappeler que l'Exotrail est fondamentalement ancré dans la région francilienne, territoire francilien, de par nos origines avec la SAT Paris-Saclay et les laboratoires du même territoire, partenaires du projet de maturation duquel notre projet est issu, également incubé à l'école polytechnique. Et également, voilà, on s'appuie sur un tissu d'industriels et de partenaires franciliens assez exceptionnels. Voilà, donc l'objectif en fait de l'aide, c'est de pouvoir financer en fait l'achat d'équipements, la réindustrialisation, l'intégration en France de certaines briques modulaires de notre moteur, accélérer le développement commercial et bien sûr au cœur de notre sujet aujourd'hui,
de digitaliser nos processus. Ouais, c'est un gros chantier également qu'on a en cours. Alors cet appel, donc vous avez compris que l'entreprise de Nicolas Heitz s'appelle Exotrel, elle travaille dans le domaine du spatial et c'est une start-up de 2017, donc il a obtenu une subvention de 800 000 euros, le montant maximum, pour embaucher 28 personnes et industrialiser la production de systèmes de propulseurs électriques. Alors, il y a bien sûr des axes industriels qui ont été donnés par la région. Je vous en parlerai demain, d'ailleurs, de ces sujets-là, de ces axes, parce que c'est important, vu que cet appel à projet va être renouvelé au mois de janvier, en principe. Ça s'appelle Relance Industrie, car beaucoup d'entreprises n'ont pas pu y répondre. Et je redis que le financement peut aller jusqu'à 800 000 euros, c'est le maximum. Voilà, alors je vais demander à nos deux chefs d'entreprise qui sont à mes côtés, est-ce qu'ils ont fait appel à une aide, que ce soit de l'État ou de la région? On va commencer par Aurélie Dantez. Alors oui, tout à fait. Nous, Recrutimo a demandé une aide PGE. Donc, comme on est une start-up entreprise innovante, on a eu le droit à 2 fois la masse salariale. 2 fois la masse salariale sur une année ou bien sur un certain nombre de mois? Qu'est-ce que vous avez demandé? Vous savez ça? Ah, ça, j'ai pas toutes les Vous n'avez réponses. pas toutes les réponses, dommage. Non, en tout cas, ça a été facile auprès des banques d'initier les dossiers. Et vous vous êtes fait accompagner ou bien c'est le patron et sa banque directement? Le patron et sa banque directement. Antoine Ménard, le fondateur de Recrutimo, a fait les demandes et les a eues très rapidement. Merci Aurélie Dantez. Frédéric Rose, avez-vous eu besoin pour Orvea de souscrire à une aide ou pas? Alors, on n'a pas eu besoin parce qu'on a une chance incroyable chez Orvea, c'est qu'on n'a jamais autant travaillé pendant le Covid, puisque nos agents qu'on déploie sur les chantiers, j'expliquerai un peu mieux tout à l'heure, ont été formés justement pour accompagner les promoteurs sur le redémarrage des chantiers. Et donc du coup, vous avez pu travailler malgré, même au premier confinement? Vous avez pu poursuivre votre travail? On a malheureusement ou heureusement trop travaillé. Heureusement pour vous. Oui, ça désorganise un petit peu, mais en tout cas, on a très bien travaillé pendant le Covid. Merci beaucoup pour vos 2 commentaires. Alors pour finir nos infos du jour, rêvons un petit peu et je vous propose un rendez-vous cette fois pour rêver. Eh bien c'est la semaine prochaine, le 24, mardi, les tables rondes du Numérique Lab à Enghien-les-Bains qui évoluent et qui vont se faire en Facebook Live. Donc de chez vous, connectez-vous à 19h depuis leur page Facebook. Donc c'est la page du Centre des Arts évidemment, vous la trouverez. C'est un débat donc en Facebook Live sur le thème de renouer avec l'émotion magique. Et Dieu sait si on a besoin d'émotion en ce moment puisque tous les lieux de culture sont fermés. Et ça réunira les praticiens de la magie, les artistes et les techniciens de l'image. Et c'est pour ça que je vous propose de rêver et d'assister à ce rendez-vous Facebook Live le mardi 24 novembre à 19h sur la page du Centre des Arts. Donc ce sera sur la nouvelle magie. La modération est faite par Stéphane Singier, le responsable de la communauté industrie culturelle et créative de Cap Digital, accompagné de Romain Lalire, le magicien justement dans la nouvelle magie, le fondateur du studio de l'imaginaire, spécialisé dans la création de vidéos et d'expériences visuelles immersives. En fait, il fait de la magie en 3D, si vous voulez, peut-être vous l'avez déjà vu sur scène ou allez voir sur les réseaux. Et puis il y aura aussi Samuel Lepoil, cofondateur du studio Tamanoir, et Vincent W, spécialisé dans la magie des bulles de savon, et Clément Debailleul, cofondateur de la compagnie 1430, pionnier du mouvement artistique de la magie nouvelle. Peut-être nous dévoileront-ils quelques secrets, en tout cas, entre la continuité, entre le réel et le virtuel, puisque c'est leur domaine. Voilà, c'était les infos du jour. On va tout de suite faire une petite pause musicale et on revient avec nos invités du jour, qui sont Maxime Tory, maire de Montmorency, Frédéric Rose, secrétaire général d'Orvea, et Aurélie Dantez, qui pilote la stratégie des candidats sous la fonction de talent acquisition chez Recrutimo. Bon, Maxime, après, c'est à vous. Ouais.
C'est les casques. Si vous voulez mettre alors il faudra régler. J'ai baissé le son là. Il faudra le régler tout à l'heure le son pour vous entendre au casque. Excusez-moi, je peux vous prendre tous les trois en photo? Bien sûr. Merci. Vous êtes beau. Et belle. Bah beau, Et vous aussi, ça non va. mais beau BAUX, ça marche. Oui. Merci. Quand tu veux. Quand tu veux. Oh, bah, attends, juste après le deuxième refrain. Nous voici de retour au bar de l'économie après cet extrait du nouveau titre de Benjamin Biolay. Alors aujourd'hui je suis en compagnie d'Aurélie Dantès de chez Recrutimo, de Frédéric Rose d'Orvea et de Maxime Tory, le tout jeune maire de Montmorency. Alors Maxime, c'est votre première élection, votre premier bain de foule j'allais dire. Comment s'est passée la campagne des municipales à Montmorency ? La campagne a été intense, avec un très gros travail de terrain effectué avec mon équipe qui nous a permis, à mon sens, de cerner au mieux les attentes des Montmorencéens, leurs aspirations, et de leur proposer un programme qui correspondait à la vision qu'ils se faisaient de leur ville. On a fait campagne sur une ville d'exception, et depuis notre arrivée avec mon équipe, nous mettons toute notre énergie pour refaire de Montmorency une ville d'exception. Alors on peut dire, c'est un euphémisme, c'était même une campagne assez chaude, il y avait beaucoup de listes. Rappelez-nous un peu le nombre de listes qu'il y avait. Il y avait 6 listes pendant la campagne. 6 listes. Et au deuxième tour? Au deuxième tour, c'était un duel, puisque Philippe Priolon, que je salue, et Michel Berti se sont retirés. Donc du coup, ça a laissé un peu de place. Et du coup, ça a été un peu plus facile le deuxième tour. Ou est-ce que c'était aussi un peu hard la campagne? Est-ce que c'est difficile finalement une campagne dans une ville d'un peu plus de 20 000 habitants, qui est quand même grande, où il y a beaucoup de maisons individuelles? Rien n'est jamais facile, même en duel. Nous avions face à nous une équipe de qualité menée par un ancien maire, François Detton. C'était 2 visions différentes de la ville qui s'opposaient. Moi, j'ai toujours entretenu beaucoup de respect pour l'ensemble des candidats et également pour François Detton, qui aujourd'hui qui siège dans l'opposition au conseil municipal. On essaye de renouer avec un dialogue un peu plus constructif. On n'est pas toujours d'accord, on aura peut-être des moments d'affrontement, mais on essaye d'avoir une démarche un peu plus apaisée et plus constructive au service de la ville et des Montmorencéens. Alors justement, parlons-en de votre vision pour Montmorency, donc je rappelle en Val d'Oise. Quel est votre premier projet, votre premier souhait? Je me souviens que pendant la campagne, vous disiez la non-densification, c'est ça? C'est celui-là le projet phare? Le projet phare, plus largement, c'est d'embellir notre cadre de vie et de préserver la qualité de vie des Montmorencéens. Ça passe par le refus de la densification, parce que Montmorency est un territoire restreint qui a été relativement densifié et qu'aujourd'hui, plus de densification, ça veut dire une saturation des services publics. Or, aujourd'hui, nos écoles sont pleines, nos transports sont pleins, l'ensemble des services de la ville sont pleins. On est à 2/3 de refus en place en crèche. Donc, on a aujourd'hui la nécessité de renforcer cette qualité de vie pour les Montmorencéens. 2/3 de refus de place en crèche, ce qui veut dire que les parents, les jeunes parents de jeunes enfants ne peuvent pas mettre leurs enfants en crèche. Donc votre objectif, ça va être d'ouvrir plus de crèches peut-être? Oui, c'est une des promesses que nous avons faites pendant la campagne. Nous allons ouvrir des places en crèche.
Et parmi les options qui sont envisagées, il y a une option qui me plaît beaucoup, qui concilie cadre de vie, valorisation du patrimoine et proposition d'un nouveau service aux Montmorençiens, qui serait la rénovation de la crèche Moreau. Donc nous travaillons avec mon équipe sur la faisabilité de ce projet. C'est un superbe bâtiment qui pourrait être mis à disposition des Montmorençiens. Quoi qu'il arrive, nous avons pris l'engagement, c'est très clair, nous créerons des places en crèche sur le mandat. Donc du coup, on revient au premier projet, donc la non-densification, parce que vous dites que les services sont saturés et ne peuvent pas finalement, vous ne pouvez pas pour le moment en offrir plus. Ça va passer par, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez aux auditeurs ce que ça veut dire pour vous, la non-densification finalement. Alors, en fait, quand je vous parle de cadre de vie, c'est la non-densification et c'est l'attention particulière qu'on accorde à la préservation de la qualité architecturale. Moi, c'est un point sur lequel je suis intransigeant parce que je considère que Montmorency a une histoire, une identité, un charme qui est son élément d'attractivité, qui fait sa spécificité, qui est ce qu'aiment les Montmorençiens. Et donc, à la fois, évidemment, il faut refuser la densification parce qu'elle peut abîmer le cadre de vie, parce qu'elle sature les services publics, parce qu'elle aboutit à transformer des espaces verts en espaces bâtis ou à démolir, comme je le vois sur certains projets qui ont été lancés, des belles maisons montmorençiennes pour faire des immeubles. Mais c'est également une question de qualité architecturale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf, on a des contraintes de l'État qui font qu'on ne peut pas s'opposer systématiquement à tous les projets. En revanche, la discussion que j'ai lancée avec l'ensemble des promoteurs, elle concerne aussi la qualité architecturale. Il y a des projets qui ont été validés avant mon arrivée, avec les promoteurs, notamment dans le bas de la ville. Ces projets sont purgés de tout recours et aujourd'hui, je ne peux pas les empêcher. En revanche, j'ai lancé une discussion avec l'ensemble des promoteurs qui portent ces projets pour retravailler la qualité architecturale. J'ai revu l'intégralité de ces projets. Combien y en a-t-il de projets, vous disiez, dans le bas de Montmorency? Aujourd'hui, il y a 3 grands projets dans le bas de Montmorency. Il s'agit du projet d'Avril qui est en face de la piscine, de Kaufmann & Broad qui est à côté de la piscine et du projet franco-suisse. Ces 3 projets répondaient à une conception architecturale qui était celle de la municipalité précédente, qui n'est pas la mienne et qui, à mon sens, n'est pas partagée par les Montmorençiens, c'est-à-dire une approche très moderniste de l'architecture. Moi, je pense qu'on peut avoir de temps en temps une approche moderne. En revanche, il faut qu'il y ait une intégration dans l'environnement, il faut qu'il y ait une cohérence architecturale, et cette cohérence architecturale, je ne la retrouvais pas. Donc j'ai échangé avec ces 3 promoteurs et je leur ai demandé de revoir leurs projets. Aujourd'hui, ils travaillent sur des projets qui, à mon sens, correspondent beaucoup plus à l'exigence montmorençienne. Alors, qu'est-ce que c'est justement votre exigence de design, on va dire? Finalement, vous voulez donner un style à Montmorency ou vous voulez que Montmorency garde son style peut-être de type maison 1900? Qu'est-ce que ça veut dire pour... quelles sont les contraintes que vous demandez aux promoteurs quand vous dites donc un peu moins de modernité? Ça veut dire un peu moins de choses carrées, rectilignes? Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un cube n'est pas souhaitable. N'est pas souhaitable, ou en tout cas n'est pas souhaité par mon équipe. Vous voulez des toits à la mansarde? Vous voulez le retour des toits à la mansarde, ce genre de choses? Je vous dis ça de manière un petit peu caricaturale, il faut regarder projet par projet. En revanche, lorsque j'arrive et que je regarde sur les projets déjà validés, sur une trentaine de projets, 25 cubes, oui, ça m'inquiète car ce n'est pas l'identité de Montmorency. On peut travailler sur quelques projets un peu plus audacieux. En revanche, ce qu'on souhaite, c'est une qualité architecturale, c'est-à-dire se rapprocher plus des toits à la mansarde, de matériaux nobles, tout simplement d'un sens du détail qu'on accorde à l'architecture. La France est un pays magnifique. Montmorency est une ville magnifique. Et si on a réussi à atteindre cette excellence, c'est parce que très longtemps, on a eu cette exigence architecturale, ce sens du détail. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très attaché parce que quand on parle d'architecture, on parle de façade. Et quand on parle de façade, on parle de cadre de vie. Le cadre de vie, c'est un bien public. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur des façades, lorsque vous modifiez l'environnement, vous influez sur le niveau de bonheur ou de bien-être des habitants. Et donc, à partir de ce moment-là, ça n'est plus seulement l'affaire des promoteurs, c'est l'affaire de tous les Montmorençiens et c'est l'affaire du maire de Montmorency. Et alors, du coup, quand vous parlez donc de design architectural extérieur, est-ce que vous allez aussi intervenir dans la qualité et notamment leur imposer des normes de type HQE ou des normes environnementales? Tout à fait. En fait, il y a 2 sujets. Il y a la question de la qualité architecturale, à laquelle j'accorde de l'importance parce qu'elle influe sur le bien-être des Montmorençiens, et la question
la qualité environnementale qui est essentielle. Je pense que c'est sur ce type d'éléments qu'on doit faire preuve de modernité, plus que sur une pseudo-modernité qui consisterait à remplacer les mansards par des cubes. Alors la ville de Mulhouse, par exemple, attire pas mal de nouveaux habitants qui veulent partir de la région parisienne en leur proposant des logements beaucoup plus grands que ce que l'on trouve ici en région parisienne. Est-ce que ça aussi, vous allez demander aux promoteurs d'agrandir un peu les espaces qu'ils réservent aux familles? Je pense que concernant les projets, il faut éviter de travailler sur des trop petits appartements. Je crois qu'il y a... Vous savez, Rousseau parlait déjà, il disait que les hommes n'ont pas vocation à être entassés, comme dans des fourmilières. Je pense la même chose pour les villes du Grand Paris. Je crois que notre vocation, c'est de proposer un cadre de vie, des logements qui respectent une certaine qualité de vie. Et nous n'avons pas vocation à devenir une simple extension de Paris. Il faut préserver cette spécificité, c'est-à-dire, oui, des logements plus grands, une qualité de vie supérieure, davantage de commerce, des espaces verts, une approche en matière de développement durable. Et moi, je veux positionner Montmorency sur un sujet simple. Je veux que Montmorency soit une ville référence en matière de biodiversité urbaine. Mais pour ça, il faut qu'on préserve cette trame verte qui est essentielle. Sinon, nous allons rendre les gens malheureux. Les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de logements plus grands, ils ont besoin de moments et de lieux de respiration. Justement, est-ce qu'on peut concevoir des projets immobiliers sans un seul arbre au pied des immeubles, sans un espace vert? Est-ce que ça vous paraît pas un peu saugrenu? C'est une aberration. Ce serait une aberration. Moi, j'ai eu un discours très clair avec les promoteurs sur ce sujet. Vous savez, c'est bien de loger les gens, mais il faut voir dans quelles conditions on les loge. Est-ce que le but de tout ça, est-ce que le but de cette densification à outrance, qui a été fixée par la loi Duflot, qui est une loi que je conteste de toutes mes forces, est-ce que cette situation-là, elle est souhaitable? C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura logé les gens dans des conditions qui ne seront pas bonnes, est-ce que les gens s'en porteront mieux? Non, je pense qu'il faut avoir une réflexion plus générale sur l'aménagement du territoire et se dire qu'aujourd'hui, le vrai grand combat politique, c'est le combat pour la qualité de vie. Et vous trouvez donc que Montmorency s'est trop densifié au cours des derniers mandats, des mandats précédents? Vous êtes contre l'aménagement autour de la piscine, par exemple? Si vous voulez, autour de la piscine, comme je vous disais, il y a 2 projets qui sont lancés. Je ne les accueille pas avec un grand enthousiasme, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Donc maintenant qu'ils sont là, on va travailler pour avoir des projets de qualité architecturale et environnementale. Sur la question de la piscine, si vous entendez par là remplacer la piscine actuelle par des projets de promoteurs immobiliers, je n'ai pas de mots assez forts pour vous dire à quel point j'y suis opposé. Bien sûr. Non, ça n'était pas mon intention. Alors revenons à ce que vous avez dit sur l'immobilier. Vous dites un retour des commerces. Est-ce que pour ces nouveaux programmes, vous allez imposer un commerce en rez-de-chaussée? Alors, sur les nouveaux programmes, il faut regarder au cas par cas, parce qu'en fonction de la localisation de l'immeuble, le commerce peut avoir du sens ou non. Évidemment que c'est préférable. Après, vous savez, il faut avoir une approche pragmatique là-dessus. Moi, je suis évidemment pour qu'on ait davantage de commerce. Mais créer une possibilité de commerce au bas d'un immeuble ne veut pas forcément dire l'implantation d'un commerce. Le risque, on l'a vu dans certaines villes, c'est de trop étendre la zone des commerces. Moi, vous savez, j'ai fait l'ENA, comme vous le savez, et pendant mon stage ENA, j'étais à Poitiers. Et j'ai été voir Châtellerault. Châtellerault, c'est la 2e ville la plus désertifiée de France. Et un des problèmes de Châtellerault, c'est qu'il y avait une emprise de commerce beaucoup trop importante. Et donc, vous traversez cette ville de Châtellerault qui travaille énormément pour améliorer la situation, et vous avez un commerce sur 2 qui est fermé. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant, dire on va mettre des commerces partout, c'est bien, mais il faut déjà protéger ceux qui existent. Et c'est votre but en tant que maire, bien entendu. Alors, autre sujet quand même d'importance, j'imagine, pour vous en tant que maire, ce sont les recettes financières, les ressources de la ville. Alors, quelles sont-elles? À quelle hauteur? Quel est le budget? Et quels sont les investissements? Et quel est le fonctionnement de la ville de Montmorency? Alors, vous avez un budget annuel qui s'élève environ à 47 millions d'euros. 47-48 millions d'euros, avec schématiquement 32 millions d'euros en fonctionnement et 15 millions d'euros en investissement, sachant que là on parle de manière comptable. Très concrètement, ce que peut investir la ville de Montmorency, qui a un coût d'entretien du patrimoine important, c'est entre 2 et 3 millions d'euros par an.
Donc, vous voyez, on est une ville qui a une certaine exigence, qui est une ville superbe, que j'aime de tout mon cœur. J'ai vécu toute ma vie et je n'ai pas de mots assez forts pour vous dire à quel point Montmorency est une ville magnifique. Mais nous ne sommes pas une ville particulièrement riche. En revanche, nous avons la possibilité sur le mandat de porter quelques projets, à condition d'avoir une relative maîtrise des dépenses de personnel et une relative, et je serai encore un peu plus laxiste sur ce sujet, maîtrise des dépenses de fonctionnement. Je vais vous dire pourquoi je sais que pendant longtemps, la doctrine, c'était de dire un maire de droite, il réduit les dépenses de fonctionnement et il augmente les dépenses d'investissement parce que le fonctionnement, c'est mal et l'investissement, c'est bien. Moi, je suis un peu mitigé sur ce sujet parce que si le fonctionnement, c'est la qualité de l'offre scolaire, si c'est les places en crèche, la police municipale, la vidéoprotection, les animations qu'on propose au Montmorencéen, je suis prêt à lâcher un petit peu la bride sur le fonctionnement si ça permet d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des Montmorencéens. Et donc, du coup, vous allez pouvoir développer un projet d'investissement malgré tout sur le mandat? On va pouvoir développer plusieurs projets d'investissement parce qu'on a acté un principe simple qui a été pas de projet pharaonique. C'était ma promesse pendant la campagne. Qu'est-ce que j'appelle projet pharaonique? J'appelle projet pharaonique un projet d'une dizaine de millions d'euros, c'est-à-dire que vous faites un one-shot, vous mettez tout l'argent sur un projet. Nous, on a essayé de segmenter et de trouver des projets à hauteur de 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros qui permettraient de répondre à une véritable attente des Montmorenciens. Je vous parlais de la rénovation de la crèche Moreau. Nous allons créer aussi à Montmorency un parc dans le bas de la ville. J'aurai l'occasion d'en dire plus très prochainement. Nous travaillons d'arrache-pied avec mon équipe sur ce sujet, mais nous allons pouvoir proposer de nouveaux espaces de respiration aux Montmorenciens dans le bas de la ville. Nous allons mettre de l'argent pour valoriser le parc de la Serve. Pourquoi? Il faut reprendre l'historique. Ce parc de la Serve, à l'origine, qui se trouve plutôt dans le haut de la ville, à côté de la Chênaie, à l'origine, c'était une déchetterie. Aujourd'hui, c'est devenu une plaine, mais je pense qu'on n'a pas atteint son plein potentiel, et donc nous allons mettre de l'argent, entre 500 000 et 1 million d'euros, sur une vraie valorisation de cet espace, pour permettre aussi aux Montmorenciens du haut de la ville d'avoir leur lieu de respiration. Moi, vous savez, Montmorency, vous savez, c'est une topographie particulière, c'est 3 quartiers à 3 niveaux différents. Je suis très vigilant à ce qu'on puisse accorder la même attention à tous les Montmorenciens. À chaque quartier, ou 3 quartiers très différents, puisque si vous êtes sur une colline, Montmorency est sur une colline et jouxte la forêt justement de Montmorency. Donc, c'est ça que vous voulez dire. Dans le centre, je vous parlais de la crèche Moreau qui serait plutôt dans le centre. On peut parler également de la place Levaneur. On a végétalisé cette place Levaneur et on a eu d'excellents retours. J'espère que ça va continuer parce que je pense qu'on a répondu à une attente des Montmorenciens pour un coût relativement modeste puisqu'on a dépensé 16 000 euros sur le sujet. Donc, vous voyez, je vous parlais d'un budget... Donc effectivement, c'est un budget très, très restreint. On a essayé d'être économe, mais d'avoir en même temps une approche qui plaisait aux Montmorenciens à travers une vraie végétalisation. Mais ça, c'est la première étape. Cette place Levaneur, ce n'est pas un secret, elle ne me plaît pas. Je trouve qu'elle avait un charme ancien qui a été perdu. Et donc, avec mon équipe, nous allons travailler en lien avec les Montmorenciens pour lui redonner un peu de son charme, un peu de cet esprit village auquel les Montmorenciens étaient attachés. C'est d'ailleurs la place du marché, il faut le dire à ceux qui ne connaissent pas. Le marché, c'est le dimanche matin. Le marché, c'est le dimanche matin. C'est un des sujets également sur lequel nous travaillons, puisque ce marché a perdu pendant des années en quantité et en qualité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une vraie attente des Montmorenciens à travers une revalorisation de ce marché. Alors, autant le dire tout de suite, ça n'est pas la tâche la plus simple, puisque ça suppose de faire venir de nouveaux commerçants, de diversifier les commerçants, et donc c'est un travail de prospection qui est relativement prenant. En revanche, je pense que ça passe par un embellissement de cette place Levaneur, ça passe aussi par un niveau d'animation supplémentaire. Quand nous sommes arrivés, nous avons mis en place les surprises du dimanche. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps le dimanche, lorsque vous allez à Montmorency, vous avez des musiciens, vous avez des artistes qui permettent de redynamiser ce marché. De redonner un peu de vie et de chaleur au marché. Puis finalement, vous allez développer des budgets d'investissement dans l'animation. Nous allons travailler sur des budgets d'investissement et sur des budgets de fonctionnement dans l'animation, à travers plusieurs éléments. Je vous parlais de cette animation en musique, à travers également un budget de fonctionnement supplémentaire dégagé pour Noël. Nous avons mis sur les illuminations de Noël cette année 50 000 euros supplémentaires. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est un des moments où les Montmorenciens prennent conscience de leur ville. C'est un moment essentiel, il faut la garder, cette magie Noël.
Mais Enghien ici, Enghien c'est très bien fait, c'est très qualitatif et je pense que c'est très apprécié par les habitants. Et moi, mon rôle en tant que maire, le rôle de mon équipe, c'est de répondre à cette attente. Donc on a mis un budget supplémentaire. Pour tout vous dire, on travaille également sur un marché de Noël qu'on va devoir annuler en raison de la situation très très particulière. Mais je pense qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens sur ce moment de Noël. Vous allez quand même faire des décorations dans la ville, j'imagine. Bien sûr, nous avons mis 50 000 Même euros si vous annulez votre marché de Noël. On n'aura pas le marché, mais par contre, on aura des illuminations et on a mis 50 000 euros de plus, à la fois pour traiter les 3 quartiers et pour qu'il y ait davantage cette magie de Noël. Cette sensation de fête, et je parlais d'émotion tout à l'heure dans les infos, c'est ce dont on a besoin tous. Vous savez, c'est essentiel, cette question du cadre de vie, de la vie dans la ville, c'est vraiment ce qui fait notre spécificité par rapport à Paris. Il faut la cultiver. Est-ce que vous envisagez d'autres moyens de type animation, culture, d'autres projets nouveaux qui n'ont jamais eu lieu à Montmorency? Il y en a beaucoup. Nous avons proposé cet été, dans des conditions très difficiles, puisque c'était à la fois dans l'urgence et dans le contexte Covid, nous avons proposé l'attractivité, c'est-à-dire des animations pour les enfants dans le parc de la mairie, mais j'avais également insisté pour qu'une animation se déroule dans le haut de la ville. La tradition pendant longtemps, c'était de tout faire dans le parc de la mairie. Je sais qu'il y a, comme je vous l'ai dit, 3 quartiers, et donc il faut faire attention, être vigilant, répartir les investissements et les dépenses sur les 3 quartiers. Nous allons créer une fête de la cerise qui est encore ouverte, mais... Oui, puisque la fameuse cerise de Montmorency, c'est cette petite cerise rouge acide. Exactement. Et c'est un élément différenciant de Montmorency. Nous voulons créer une fête qui serait une fête traditionnelle qui renoue avec cet esprit village. Il y aura un retour aussi du bœuf à la broche. Vous savez, c'était une fête populaire très appréciée par les habitants du haut de la ville qui avait été supprimée. Pendant toute la campagne, on me l'a réclamé. Alors, on travaillera sur un nouveau format, mais je sais que les Montmorenciens ils sont attachés à cet événement au Parc de la Serve, donc on va le retrouver, on va faire un effort en termes de fonctionnement là-dessus. Et puis, en termes d'investissement, il y a un sujet que je n'ai pas évoqué, mais qui est une attente très forte des Montmorenciens, c'est la question de la sécurité. Et là-dessus, nous allons travailler sur 2 plans. La création d'une brigade de nuit, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'effectifs suffisants pour assurer la tranquillité des Montmorenciens passé 20h ou 21h. Et nous allons travailler avec mes collègues de l'intercommunalité sur un renforcement du dispositif de vidéoprotection. Ce sera un investissement conséquent en investissement et en fonctionnement, mais c'est une volonté partagée par les maires de l'intercommunalité de renforcer la vidéoprotection sur nos territoires. Et donc finalement, des caméras dans tout Montmorency, c'est ça l'objectif à terme au cours de votre mandat? Dans tout Montmorency, je ne dirais pas ça, vous savez, il ne faut pas être alarmiste, ce n'est pas Big Brother qui arrive. Mais en même temps, c'est sécurisant pour les habitants. Oui, c'est sécurisant. Je pense que le terme de vidéoprotection est bien choisi. C'est sécurisant et ça permet d'articuler cela avec des moyens humains qui sont forcément limités. Ce n'est pas dans tout Montmorency, mais on se fixe l'objectif d'augmenter significativement le nombre de caméras de vidéoprotection pendant mon mandat. Et c'est une volonté, comme je vous le disais, qui est partagée par mes collègues. Ça ne sera pas dans tout Montmorency, mais il faut qu'il y ait un maillage du territoire qui soit beaucoup plus fin. Aujourd'hui, il y a certaines zones qui sont protégées, d'autres qui se sentent légitimement un peu délaissées en matière de vidéoprotection. Combien donc de caméras pensez-vous pouvoir installer dans les prochains mois? Alors, là où je suis un tout petit peu embêté pour vous répondre, c'est que ça fait partie des négociations qu'on a actuellement avec mes collègues de l'intercommunalité. À la louche, j'ai envie de vous dire qu'on sera entre 10 et 15 nouvelles caméras, sachant qu'aujourd'hui, vous avez 16 caméras à Montmorency. On ne sera pas loin de doubler l'offre de vidéoprotection. Donc c'est un investissement qui est conséquent. Il faut juste s'assurer qu'il y a les besoins en termes de sécurité. Il y a aussi une réalité financière qui est intégrée. C'est la discussion qu'on a actuellement, mais le principe, c'est qu'on va avoir ce renforcement de la vidéoprotection. Le montant est défini déjà en investissement vidéoprotection ou pas encore? Alors, si vous voulez, on peut il est toujours en discussion. Je peux vous en parler parce que c'est un superbe projet. Oui, d'autant que vous êtes responsable à la communauté d'agglomération Plaine-Vallée de la sécurité. De la sécurité. Si vous voulez, ce projet, il est en plusieurs temps. Vous avez un premier temps qui est la fusion des CSU, des centres de supervision urbains. Aujourd'hui, sur Enghien mis à part, qui a une situation un peu particulière au regard de ses spécificités, vous avez 2 CSU, un CSU à Montmorency et un CSU à Daumont, liés à la fusion entre les 2 anciennes intercommunalités. La première étape qui va être lancée, c'est la fusion de ces 2 CSU
à travers l'extension du CSU existant à Montmorency. Donc nous aurons un grand CSU à Montmorency qui permettra d'avoir un suivi 24 heures sur 24 des caméras de vidéoprotection sur l'ensemble du territoire. Avec la fusion de ce CSU va venir deuxième étape qui est la modernisation du réseau. Parce que c'est toujours bien en termes d'effet d'annonce de dire on va mettre X nouvelles caméras. Mais encore faut-il que les caméras existantes fonctionnent. Or aujourd'hui, vous avez, c'est une initiative qui a été portée en 2007, qui était une initiative louable, mais forcément vous avez une obsolescence qui se crée, et donc vous avez des caméras qui commencent à être relativement obsolètes et qui nécessitent un nouvel investissement. Donc on va revoir l'ensemble du parc de caméras pour avoir des caméras beaucoup plus efficientes. Troisième étape, l'extension. Et c'est ça qui est encore en débat. C'est-à-dire, une fois qu'on étend, combien de caméras, combien par ville, est-ce qu'on est en caméra interactive ou en caméra d'enregistrement? Parce que, je vous disais, il y a une réalité financière, il y a aussi une réalité technique. C'est-à-dire que vous avez un CSU avec des opérateurs derrière qui observent les caméras. Ça n'est pas extensible à l'infini. Donc vous êtes obligé de vous assurer que vous avez le bon dimensionnement pour que le dispositif soit le plus efficace possible. Parce que mettre 800 caméras pour finalement avoir les moyens d'en suivre que 50, ça ne sert à rien. Il faut trouver le bon dimensionnement. Donc on va avoir un vrai renforcement en matière de vidéoprotection. C'est un beau projet qui va coûter plusieurs millions d'euros. À la communauté d'agglomération, bien sûr. À la communauté d'agglo, avec une aide de la région, du département. Nous allons solliciter également une aide de l'État. Nous allons solliciter M. Darmanin et également M. Castex dans le cadre du plan de relance pour savoir si, dans le cadre de cet investissement, la communauté d'agglo pourrait bénéficier d'aide de l'État. Et puis, il faut le dire quand même, un investissement des communes. Un investissement sur les nouvelles caméras et des coûts supplémentaires en termes de fonctionnement, parce que davantage de caméras, ça veut dire davantage d'opérateurs, davantage de coûts de maintenance. Donc c'est un investissement qui est conséquent, mais moi je l'ai vu pendant la campagne, je pense que c'est le cas de tous mes collègues. Il y a une vraie demande de renforcement de la sécurité sur nos territoires. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Maxime Tory. Je rappelle que vous êtes tout jeune maire de Montmorency en Val d'Oise. Et quand même, dernière question, parce que vous avez un magnifique château installé sur la commune, ça s'appelle le château du Duc de Dino, avec un beau parc. Est-ce qu'on pourrait imaginer que pour le bas de Montmorency, justement, vous puissiez faire des opérations culturelles ou d'animation dans ce parc ou dans ce château? Si vous voulez, ce parc du château Dino, c'est bien que vous en parliez, parce que je vous disais qu'on avait créé un parc dans le bas de la ville. Il se trouve que l'endroit que nous avons ciblé, c'est plutôt le bas du parc du château de Dino. Aujourd'hui, faire des opérations culturelles en l'état, je l'ai visité. Je suis ressorti couvert de ronces. Donc je peux vous dire qu'il y a une première étape qui consiste en l'aménagement de ce parc, qui est un vrai beau projet pour les Montmorencéens. Et ensuite, évidemment, une fois que nous aurons ce nouvel espace, le but sera de l'animer, d'y avoir une offre culturelle, une offre d'animation, évidemment. Évidemment. Donc, merci beaucoup pour ce commentaire. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale, si vous voulez bien, et on revient dans quelques secondes au bar de l'économie. C'est bon, on a fait un bon tour. Si vous voulez aller boire un verre d'eau, vous pouvez. Oui, je veux bien. Mais vous n'amenez pas le verre en studio. D'accord. Et vous revenez avec nous après. Il a fini? Comment? Il a fini, là? Oui. Il est parti? Non, il y Non, je me suis dit à la place. Nous voici de retour après cette jolie pause musicale avec Meg Meyers et Running Up That Hill, si vous vous souvenez de ce succès faramineux. Alors aujourd'hui, au bar de l'économie, nous parlons ville de Montmorency, mais nous parlons maintenant facilities et emploi dans l'immobilier.
Et pour cela, à mes côtés, j'ai Aurélie Dantez qui pilote la stratégie candidat chez Recrutimmo, Frédéric Rose, secrétaire général d'Orvea, et Maxime Tory, maire de Montmorency et vice-président de la communauté de communes Plaine-Vallée. Alors Frédéric Rose, vous êtes donc secrétaire général d'Orvea et vous faites du facilities en immobilier. Ça serait bien d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce que le facilities, parce que on le connaît peut-être dans le service à la personne, mais dans le domaine immobilier, c'est quand même encore assez rare. Alors c'est bien ça, c'est du facility, c'est-à-dire que c'est du service qu'on propose aux promoteurs immobiliers. Pour être tout à fait simple, on pourrait l'associer à une conciergerie, mais qui serait une conciergerie de chantier, pour justement assurer le bon déroulement, le bon fonctionnement du chantier. Donc on propose un standard minimum de qualité au travers d'un panel de services. Alors, quels sont les services qu'on vous demande le plus? Parce que vous pouvez intervenir, je suppose, en recyclage, en communication, peut-être dans le domaine de l'emploi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous demande en ce moment dans le service parce qu'en fait, ce sont les promoteurs qui font appel à vous déjà. Exactement. Alors nous, effectivement, on s'adresse aux donneurs d'ordre, donc les promoteurs immobiliers. Alors, j'ai eu la chance de travailler chez les promoteurs immobiliers, le numéro 1 et le numéro 2, et ils mettent beaucoup d'efforts dans l'image qu'ils veulent apporter. Malheureusement, sur l'acte de construire, donc pendant les chantiers, et Maxime Tory en parlait tout à l'heure, c'est très compliqué d'intégrer la vie de chantier dans la commune. Oui, parce que en fait, les promoteurs, finalement, même s'ils font des projets, ça n'est pas eux qui construisent. Ils font appel à des corps d'État, des métiers indépendants. C'est bien ça? Vous avez tout à fait raison, Florence. Ils délèguent les droits à construire en acte de construire à des entreprises du BTP. Donc le promoteur sur le chantier n'est pas, entre guillemets, vraiment présent. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce sont des entreprises du BTP qui sont présents et qui réalisent la construction. Et seulement, ils ont la charge et l'organisation de ça. Nous, on intervient surtout dans le service qu'on propose aux promoteurs immobiliers pour animer et assurer le bon fonctionnement du chantier. Dans les services qu'on propose, donc ça va être dans la gestion de déchets, de pouvoir trier et puis gérer les déchets sur le chantier. L'hygiène également. Alors l'hygiène, c'est la propreté, mais ça peut être aussi dans les mesures Covid. Actuellement, c'est une part importante de nos demandes. Donc l'hygiène des salariés, des travailleurs ou des artisans sur le chantier, en fait. Sur le chantier, et faire en sorte qu'ils aient un bon cadre de travail avec des installations propres et surtout convenables. Et puis, on va être aussi dans la sécurisation de chantier. C'est aussi une des complications qu'ont les promoteurs et les mairies, du coup, c'est d'avoir des sites en chantier qui soient sécurisés. Donc, nous, ça va être un des services supplémentaires qu'on propose. Et puis, le dernier élément, c'est d'être un relais de communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie défaillance qu'il y a sur les chantiers, de pouvoir faire le lien entre, par exemple, les collectivités, la police municipale, même les riverains, et les promoteurs par rapport aux demandes qui pourraient venir sur la vie de chantier pendant la construction. Ce que vous voulez dire, c'est que en fait, souvent, il y a des retards ou il y a des corps de métier qui doivent intervenir qui ne viennent pas. Et c'est ce type d'information qu'il faut relayer auprès des riverains et des maires des communes, c'est ça? Alors, je l'ai vécu, moi, la solution Orvea, et je pense que Maxime Tory va le vivre aussi à travers les chantiers qu'il y a sur la commune. Je vous prends un exemple tout simple, mais il suffit qu'il y ait du vent sur le chantier et des matériaux qui s'envolent et qui viennent salir la chaussée. Nous, on met en place un agent facilitateur de chantier qui va pouvoir tout de suite agir. Et si les services de la municipalité passent sur site et qui demandent à faire nettoyer, par exemple, la chaussée, on est en capacité de le faire puisqu'on a une personne dédiée à plein temps, justement, pour le bon déroulement de la vie de chantier. Alors vous parlez donc sécurité, nettoyage de chantier et puis communication. C'est ce que vous demandent vos clients principalement? Oui, alors nos clients, historiquement, ils géraient cette vie de chantier au travers d'un compte qu'ils appelaient un compte prorata, dans lequel ils venaient fonctionner un peu d'argent à toutes les entreprises qui intervenaient sur les chantiers. Ce compte prorata, malheureusement, il a été donné en gestion à justement une entreprise partie prenante dans l'acte de construire.
ça marchait pas très bien. Ça faisait des années que ça marchait pas très bien, tout simplement parce que les personnes à qui on confie cette gestion des dépenses communes n'ont pas une entreprise professionnelle dans ce secteur-là. Nous, on a fait une innovation, on a créé un service autour de ça. On propose à nos promoteurs immobiliers de reprendre la gestion du compte pro rata, donc des dépenses communes, et on a carrément créé un métier autour de ça, dans lequel c'est donc à chaque fois des nouveaux emplois, des nouveaux agents qui sont formés spécifiquement à ce métier, justement de facilitateurs de chantier, avec une formation qui est sur plusieurs semaines, hein, aussi bien en digital qu'en formation sur site, en suivant d'autres collègues. Et puis, ils vont, tout de suite être opérationnels sur leur premier chantier. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit au cours de l'actualité que vous n'avez jamais aussi bien travaillé qu'en temps de Covid. Est-ce que pour vous, il faudrait un référent Covid sur les chantiers? Alors, le référent Covid, il est préconisé justement par l'OPP-BTP, qui est un organisme de prévention, qui a édité un livre et qui recommande d'avoir un référent Covid. On a formé tous nos agents justement sur les mesures Covid pour pouvoir permettre aux promoteurs de redémarrer leur chantier. Et tous nos clients promoteurs qui avaient la solution Orvea intégrée dans leur chantier ont pu redémarrer plus vite parce que nos agents étaient formés tout de suite en référent Covid. Mais je rappelle que ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation qui a été faite. Voilà, c'est une recommandation. Donc, en fait, que fait le référent Covid? Il prend la température de tous les ouvriers, il les oblige à porter un masque, des gants, je ne sais pas. Vous avez raison, effectivement, il y a des mesures d'usage qui sont le lavage de main, très simplement, le port du masque, mais aussi il faut que tous les produits qui vont permettre le nettoyage de la base vie soient étiquetés Covid, donc c'est des produits spéciaux, donc il faut pouvoir trouver les fournisseurs qui vont avec. Ça va être de contrôler l'accès au site, de contrôler tous les travailleurs, contrôler leur température, et puis des choses beaucoup plus, on va dire, banales, mais d'avoir des poubelles qu'on active avec le pied pour ne pas les toucher, justement. Donc voilà, tout ça. Donc, en fait, des nouvelles méthodes de travail, finalement, quelque part, ça induit. On réaménage des méthodes de travail. On réaménage. Alors, comment se porte l'emploi dans votre secteur de l'immobilier, Frédéric Rose? Alors, comme on a beaucoup de clients, on a à peu près une cinquantaine de clients vraiment qui on travaille régulièrement. Le secteur du BTP, on sait, c'est un secteur qui est compliqué par la formation. Une formation qui est compliquée à mettre en place. Trouver de la main-d'œuvre qualifiée, c'est l'effet par ricochet, c'est de plus en plus compliqué. Et puis, malheureusement, le BTP, c'est pas un métier très, on va dire, sexy, très attractif. Il fait froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Voilà, c'est très compliqué de pouvoir attirer des gens vers ces métiers-là. Et le dernier point, c'est que c'est un métier qui innove très peu. Hein. C'est pour ça que vous prenez un chantier dans les années 80 et vous prenez un chantier dans les années 2020, les techniques ont très peu changé finalement. Les matériaux ont changé, enfin, quelques matériaux ont changé. On peut changer, mais vous voyez, à chaque Mais on fois, construit toujours à peu près de la même manière, c'est ça que vous voulez dire. Vous prenez le parpaing que tout le monde connaît, ça fait des années, des dizaines d'années que ça existe. On a bien proposé d'autres matériaux, mais toujours le parpaing revient parce que dans les innovations, on n'arrive pas à bouger vraiment ces méthodes de travail. Donc, l'innovation, c'est aussi un critère important de la complexité à pouvoir recruter des gens, former des gens. C'est d'ailleurs pour ça que, comme on propose une innovation avec notre métier, c'est assez bien accueilli parce que finalement, c'est déficitaire sur les chantiers. Donc vous avez plus de facilité à trouver des salariés, j'allais dire? Alors, il faut savoir que chez Orvea, à chaque fois qu'on ouvre un chantier, on crée un nouvel emploi, vraiment, puisqu'on a formé des gens qui peuvent être des gens en réinsertion. C'est vraiment l'inclusion sociale. Hein. C'est des gens soit en réinsertion, soit des gens qui seraient en changement de parcours, tout simplement, ou bien faire ce qu'on appelle de la formation continue, nos agents, mais ça peut venir vraiment de tous horizons. La seule chose qu'on demande à nos agents, c'est de pouvoir s'exprimer correctement,
d'être polyvalent et surtout d'être motivé, c'est vraiment ce qui fait la différence. Alors, quand vous ouvrez des chantiers, ce sont des missions, ce sont des contrats en forme de CDD ou ce sont des CDI que vous proposez? Alors, on a un parcours de recrutement qui se fait classiquement par une première mission en CDD qui se transforme assez généralement en CDI. C'est des contrats qu'on a avec les promoteurs, c'est-à-dire qu'on est un lot comme une entreprise de peinture ou de carrelage. On est un lot à part entière, donc c'est un contrat qu'on a avec les promoteurs. Et à chaque fois qu'on ouvre un contrat, on intègre une nouvelle personne, on crée un nouvel emploi. Est-ce qu'en ce moment, vous avez des offres d'emploi à pourvoir ou bien... On en a plein, on en a beaucoup. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, donc, on a besoin d'agents qu'on appelle AQHS, agents facilitateurs, donc AQHS qualité, hygiène et sécurité. Et puis, comme on a un peu doublé nos chiffres d'affaires, on a besoin de se structurer, donc on cherche des gens pour la comptabilité, on cherche des gens même pour le développement en région, puisqu'on est déjà un petit peu attendu en région et nous réclamons en région. Donc ça, c'était une bonne perspective. Alors, vous fonctionnez, vous êtes une jeune entreprise malgré tout, puisque vous existez depuis 2012. Donc moins de 10 ans. Vous avez une manière commerciale de vendre vos services sous forme de pack, j'allais dire, un peu comme une start-up. Alors, le premier pack, si je puis dire, ça coûte combien de se prendre un service comme le vôtre? Alors, c'est là où on a essayé de proposer des packs aux promoteurs immobiliers pour ne pas trop entre guillemets, les perturber dans la façon traditionnelle de gérer le déroulement des chantiers. Traditionnellement, ils prenaient 2% de l'acte du coût de construction aux entreprises pour pouvoir gérer ces dépenses communes. Ce qu'on propose chez Orvea, c'est des packs qui permettent de rester dans ces 2%, de pouvoir intégrer donc, un standard minimum de qualité avec l'hygiène, la sécurité, la communication et les déchets. On reste dans les 2% et on s'occupe donc de gérer ces dépenses. Donc 2% du chantier, c'est le prix minimum pour avoir une bonne gestion Oui. des services de sécurité, de propreté et de communication. Parce que traditionnellement, c'est ce que les promoteurs mettent dédié comme pourcentage pour la gestion du chantier. Maintenant, si vous allez consulter tous les DAF de tous les promoteurs, Les directeurs administratifs et financiers, vous voulez dire? Ils vous diront qu'en réalité, en coût global, la gestion de chantier, le vide chantier, c'est plutôt aux alentours de 3 ou 4% parce qu'il y a toujours de la dérive par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Les entreprises à qui on confie ça ne savent pas le faire parce que c'est pas des professionnels de ce métier-là. Et donc on propose des packs supplémentaires dans lesquels on vient rajouter des services dont on est certain qu'ils vont devoir se les payer à un moment donné en fin de chantier. Donc plutôt que de le subir en fin de chantier, on le propose tout de suite dans les 2 autres packs. On va par exemple leur permettre en plus de sécuriser le site, d'aller fermer toutes les portes et les fenêtres des chantiers pour éviter l'intrusion, etc. Vous faites aussi de la rotation de bench. J'imagine que ça, c'est très demandé, puisque c'est quand même ce qu'on voit, nous, en tant que particulier, quand on passe à côté d'un chantier, c'est la benne où tous les déchets sont mis, j'imagine. Alors effectivement, on fait des rotations de bench, ça fait partie donc, du service déchets qu'on propose. On veille surtout, et ça, Maxime Tory ne dira pas le contraire, à ce que ces bennes-là ne soient pas en train de dégueuler de déchets Sur la rue. Donc on veille à avoir une rotation correcte des bennes, voire pré-trier s'il y avait besoin de pré-trier les déchets et d'assurer un chantier qui soit constamment propre. Donc le développement pour vous, pour Orvea, c'est quoi? C'est le développement en province, hein, plus que sur l'Île-de-France? On est effectivement en train de se développer en province, donc on cherche des relais en province qu'on pourrait former à nos métiers pour aller sur toutes les régions. On a déjà activé pas mal de contacts auprès des promoteurs qui nous attendent en province. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit avoir, et vous avez décrit les offres d'emploi que vous aviez à pourvoir. Si on est intéressé, comment faut-il vous contacter? Par mail? Alors on a en continu des offres d'emploi qui sont sur Indeed, par exemple. Et puis on travaille avec Recrutimo aussi, donc Aurélie Dantel va vous en parler dans quelques minutes. Elle nous accompagne sur justement
le recrutement de nos agents, puisque comme c'est un nouveau métier, c'est des profils particuliers. Donc, Justement, on va lui poser la question tout de suite à Aurélie Dantet. Alors, donc vous pilotez la stratégie d'acquisition et de fidélisation des candidats, comme vous dites, sous la fonction de talent acquisition manager. Mais est-ce que ça veut dire que dans l'immobilier aussi, il faut fidéliser les candidats? Est-ce que ça vient, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, on remarque un turnover assez important dans l'immobilier, environ 30%. Donc, par rapport à d'autres secteurs, c'est énorme. C'est-à-dire que les gens font des missions et après disent « j'arrête ». En fait, les candidats sont très sollicités. C'est un secteur qui est très, très sollicité. Environ, on a fait une étude auprès des candidats et des recruteurs et on s'est aperçu que 84% des candidats sont sollicités. Et donc, ils sont aussi à l'écoute du marché. Donc, ils ont besoin d'avoir une vraie attache à l'entreprise, d'avoir une vision de développement avec l'entreprise. C'est plus simplement un salaire, ils attendent plus simplement un salaire, ils attendent une vraie évolution dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est à l'entreprise d'essayer de séduire le candidat et de le fidéliser. Parce qu'en fait, c'est ça qui manque aux candidats, ce sont les perspectives. C'est ça que les candidats reprochent aux entreprises. Tout à fait. Ils ont besoin de s'identifier à l'entreprise, d'avoir vraiment, de se sentir à part entière, plus simplement un salarié, mais vraiment faire partie d'une équipe et des projets de l'entreprise. Alors, Recrutimo, c'est une start-up, hein, en fait. Vous êtes une plateforme digitale donc, qui existait depuis moins de 10 ans, vous aussi. Quels sont les métiers en tension en ce moment dans l'immobilier? Et est-ce qu'il y a autant de demandes alors que les agences immobilières sont fermées, que les visites clients sont interdites? Alors, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est une période très intéressante, la période du confinement, c'est qu'ils vont avoir le temps de recruter et de bien recruter. Et de pouvoir aussi fidéliser aussi leurs équipes. Donc là, aujourd'hui, ils ne prennent pas assez de temps pour recruter les agences immobilières. Pareil, sur l'étude qu'on a faite, 68% des recruteurs nous disent ne pas avoir un service RH. Donc, c'est des petites agences, on a souvent le directeur de l'agence et pas de personnes dédiées au recrutement. Le recrutement vient après. Donc là, on leur préconise de faire des recrutements, de lire les CV, de bien les lire, de faire des premiers entretiens en visio et de pouvoir dénicher le meilleur talent. C'est la guerre des talents en ce moment? Un peu, vu que aussi l'immobilier, c'est un secteur qui est dit de reconversion, donc tous les métiers qui sont en tension, que ce soit la restauration, l'hôtellerie et le secteur de l'événementiel, aujourd'hui, c'est des candidats qui arrivent sur le marché aussi de l'immobilier parce qu'on voit qu'ils ont ce sens, ces mêmes soft skills, comme on dit, qui sont à peu près identiques par rapport à ces secteurs. Donc finalement, le domaine des soft skills, dont d'ailleurs j'ai beaucoup parlé dans des émissions précédemment, est très demandé, je veux dire, dans le domaine du bâtiment? Dans l'immobilier en général, oui. Aujourd'hui, les recruteurs qu'on rencontre, nos clients, nous disent être plus attachés aux soft skills qu'aux compétences professionnelles. Parce qu'ils ont des formations, ils peuvent accompagner leurs candidats et leurs futurs collaborateurs, qu'ils veulent vraiment, ils s'attachent vraiment sur les soft skills aujourd'hui. Oui, voilà, donc on peut transmettre la technique, mais on ne peut pas transmettre le savoir-vivre, c'est ça que vous voulez dire. Alors, pour Recrutimo, vous fonctionnez comment pour une entreprise qui veut travailler avec vous? Avec des abonnements à des services? Et donc, quels services leur proposez-vous? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, Recrutimo a plusieurs offres. Donc, on est un job board, mais pas que, parce qu'on accompagne aussi nos clients sur toute leur stratégie de ressources humaines. Donc, on a des différents packs d'abonnements selon la taille de l'entreprise. Donc, ils peuvent déposer un nombre illimité d'annonces et avoir accès à nos CVTech, voilà, par rapport à leur situation géographique. Mais on n'est pas tous juste un job, on va plus loin, on va les conseiller, on va les accompagner. Aujourd'hui, on a créé aussi notre cabinet de recrutement parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas des professionnels du recrutement. Donc là, on va prendre la main dessus, on va vraiment les accompagner dans leur recrutement.
Donc vous allez vous substituer au chef d'entreprise quand là, par exemple, si l'entreprise est trop petite et qu'il n'a pas le temps. On va leur c'est ça proposer des offres aussi de cabinet de recrutement. Et donc vous pouvez recevoir les candidats, les sélectionner, leur proposer Voilà, un on ou leur deux fait une candidats. présélection. On s'adapte vraiment à l'entreprise. S'ils veulent faire les entretiens, on leur fait juste une présélection. On peut les accompagner jusqu'à les entretiens avec eux parce que parfois ils sont très bons vendeurs mais ils ne sont pas très bons recruteurs. Donc on peut aussi être là avec eux pour les recrutements. Alors Recrutimo a été créé en 2016. Est-ce qu'il y a de l'évolution depuis 2016, 4 ans après? Tout à fait. Donc, comme je vous disais au début, on était un job board. Aujourd'hui, on a pris un virage, on s'est restructuré, d'où ma venue en tant que talent acquisition manager. C'est qu'on va rapporter un peu plus d'humain. On est plus simplement un job board, on n'est pas une plateforme où on dépose des CV, où les recruteurs posent des annonces. On est là aussi dans un accompagnement. On communique avec les candidats tous les jours. Aujourd'hui, mes équipes appellent les candidats, essayent de qualifier les CV parce que parfois on pose un CV mais on ne sait pas vraiment ce qu'on recherche. Mais là, on va prendre la main dessus parce que les candidats, ils ont besoin aussi d'être accompagnés et aussi nos clients ont besoin d'être accompagnés dans toute leur stratégie, même dans leur marketing RH. On a mis des pages entreprises pour qu'ils puissent aussi se présenter parce que comme on disait, c'est souvent des petites entreprises qui n'ont pas de site internet, ils ont une page Facebook à la rigueur. Donc là, on va leur mettre en place aussi des pages entreprises sur notre site. Et du coup, vous prenez le temps d'appeler chaque candidat qui s'inscrit Des candidats qu'on remarque n'ont pas mis assez en avant leur CV, qui sont en reconversion, on va les creuser. Parce qu'on sait que les candidats, ils ont besoin d'être accompagnés. Et aussi, via notre cabinet de recrutement, on essaye aussi de connaître tous les candidats pour pouvoir essayer de matcher au mieux avec les candidats et les entreprises. Alors pour l'instant, Recrutimo travaille beaucoup, j'imagine, sur l'Île-de-France. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez sur d'autres régions en France? Alors, on a développé vraiment l'Île-de-France au début. Après, on est un peu partout en France. En juillet, on a ouvert un bureau à Marseille pour vraiment développer la région PACA parce qu'il y a un fort potentiel aussi dans cette région. On essaye au fur et à mesure de développer des secteurs un peu plus. Donc là, Marseille était un point. Et l'objectif, c'est d'ouvrir des bureaux dans plusieurs grandes villes de France? Oui. C'est votre objectif? Oui. Quels sont les métiers les plus demandés en ce moment Aurélie Dantet dans l'immobilier? On a beaucoup de demandes en tant que conseiller immobilier, négociateur. Donc la vente reste quand même prioritaire. Parce que, comme je le disais, il y a un turnover important et qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de candidats en reconversion qui recherchent dans ce secteur-là et que donc les clients ont cette demande-là. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les métiers de l'immobilier? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel bon conseil peut-on donner aux candidats? Mettre en avant ces soft skills, vraiment, aujourd'hui, parfois, je vois des candidats qui se disent en reconversion et qui ont un peu honte de leur parcours, parce qu'ils changent tellement de métier. Non, c'est ça, c'est de mettre en avant cette polyvalence et se dire, si vous êtes en reconversion, on a eu un passé, c'est pas grave, il faut les mettre en avant et dire pourquoi on veut changer et voilà, simplement. C'est-à-dire qu'un candidat qui change tous les ans d'entreprise, ça fait peur aux chefs d'entreprise? Aussi, parce que c'est quand même une personne qui n'a pas trouvé sa voie encore. Donc voilà, mais un candidat qui change tous les 10 ans même, ou tous les 5 ans de métier, c'est pas grave. C'est qu'il a une expérience dans différents domaines et il a cette polyvalence. Et c'est ça qui est important. Alors, lire un CV, c'est pas juste de voir les expériences, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la personne a changé, voir ses capacités sur différents domaines et faut bien lire un CV en fait. Un CV, il faut prendre le temps de le lire pour le comprendre. Souvent pour le comprendre. Alors justement, toujours dans ma question, qu'est-ce qu'un candidat doit mettre en avant? Est-ce qu'il doit mettre en avant des qualités techniques aussi? En combien de phrases? Parce que c'est quand même compliqué finalement. Quand vous faites un CV, on vous dit « Ah bah non, votre CV ça va pas ». L'autre entreprise va vous dire « Ah bah non, de nous le nouveau, c'est pas ça que je voulais ». Enfin, c'est pas si facile que ça en fait. Non, de faire un CV, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut rester concis.
faut mettre les informations les plus marquantes, voilà, l'entreprise, le poste, et après détailler en 2-3 lignes, succinctement, les tâches qu'on a faites. Et après, développer, de parler un peu de soi, c'est important, parce que pour s'identifier avec l'entreprise. Donc voilà, il faut rester le plus simple possible pour pouvoir pas trop se perdre dans le CV. Donc quand vous dites qu'il faut parler de ces soft skills personnels, quels sont les mots-clés, j'allais dire, auxquels vous pensez quand on parle soft skills? Il n'y a pas de mots-clés. Après, faut être soi. Il faut essayer de retransmettre qui on est en quelques mots. Il ne faut pas faire un paragraphe en racontant sa vie. Ce n'est pas ça l'intérêt. C'est juste d'avoir quelques petites, 2-3 petits mots qui on puisse s'identifier à vous. Par exemple, dire souriante, organisée, je ne sais pas moi. Ça, c'est ce qu'on entend un peu toujours. Non, ça, après, on se dit c'est un peu du copier-coller. Non, de raconter par exemple ce qu'on aime faire, c'est de faire partie d'une équipe de foot. Et on sait qu'on peut travailler en équipe. Que, voilà, il y a le joueur d'échecs, on sait qu'il y a une stratégie derrière. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent dire beaucoup sur la personne. Donc c'est essayer de trouver nos passions et pas dire juste j'aime voyager. Non, c'est j'ai fait tel voyage à tel but. Ça, c'est plus intéressant. Par exemple, voilà, là c'est un peu plus précis parce que c'est vrai que sinon c'est quand même difficile de trouver les bons mots. Alors, dans l'enquête que vous avez faite, qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport pour le marché de l'immobilier Aurélie Dantet, je rappelle que vous êtes talent acquisition manager chez Recrute Immo. Eh ben, on a les recruteurs nous ont dit qu'à 66% qu'ils étaient intéressés par des profils en reconversion. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à franchir le pas et aller venir dans le secteur de l'immobilier. Alors, il y a un sujet tabou tout de même qu'on n'a pas abordé, c'est l'âge. Alors, vous appelez la reconversion, c'est de quel âge à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge. Comme dirait Antoine Ménard, notre fondateur, qui a 6 agences immobilières aussi, c'est qu'une de ses meilleures collaboratrices était en reconversion professionnelle à 58 ans et aujourd'hui c'est une de ses meilleures vendeuses. Donc en fait, aujourd'hui il n'y a pas d'âge, c'est si on en veut, et voilà, faut y aller. Faut y aller. Donc en fait, il faut être motivé et passionné par... Tout à fait. Il faut se donner les moyens. Alors par contre, côté candidat, cette fois, toujours, quand on répond à des annonces et qu'on n'a pas de réponse, c'est quand même difficile. Oui. C'est pour ça qu'on essaye d'accompagner nos clients là-dessus aussi, c'est de leur donner des petits conseils, de toujours répondre. Là, on sort une nouvelle version de Recrute Immo qui va sortir à la fin du mois, où là, ils auront, via notre plateforme, des réponses automatiques. Ils pourront la personnaliser, bien sûr, mais au moins, le candidat ne sera pas en frustration. Il aura toujours une réponse du recruteur via la plateforme. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les métiers en tension, c'est notamment la vente. Quel est le deuxième métier en tension dans l'immobilier en ce moment? Est-ce que c'est la gestion, notamment technique? Est-ce que c'est le côté technique? Le technique trouve toujours, après, faut les recruter parce que ça se développe, mais on forme, donc il y a beaucoup de formation dans ces métiers-là, donc on y retrouve. Après, comme aujourd'hui, tous les candidats de tous les secteurs sont à l'écoute du marché. Donc on est sur vraiment des métiers, des postes incertains. Ils recherchent, tout le monde recherche. Parce que le fait du confinement, on se pose des questions sur son avenir. On se demande, est-ce que je suis bien dans cette entreprise? Est-ce que je suis bien dans mon métier? Et on est à l'écoute. Donc, s'il y a une entreprise qui nous contacte et qui propose une vraie perspective d'avenir, là, on va repenser à tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tous les métiers sont impactés de ça. Donc en fait, agence, promoteur, syndic ou construction, de toute façon, on peut trouver chaussures à son pied. Tout à fait, parce que les candidats recherchent aussi
Pourquoi ils sont aussi à l'écoute du marché du fait du confinement, c'est qu'ils recherchent des entreprises qui sont plus proches de chez eux. Ils ne veulent plus faire 1 heure de transport, ça on le remarque énormément. Donc tout le monde est un peu en tension parce que tout le monde se remet en cause. Donc finalement, maintenant, c'est bien rentrer dans la mentalité, essayer de trouver un job le plus proche de chez soi. Fait. Merci Aurélie Dantet pour ces éclairages. Alors, ça coûte combien pour une entreprise? Et deuxièmement, pour un candidat, que faut-il qu'il fasse pour travailler avec Recrutimo? Alors un candidat, c'est simple, il a juste à créer son profil sur Recrutimo, voilà, tout simplement. Après, pour nos clients, il y a différentes offres selon la taille de l'entreprise, selon ce qu'ils recherchent, si c'est un abonnement. Alors nous, on travaille sur des abonnements à l'année parce qu'on prône vraiment le recrutement permanent. Donc pour jamais passer à côté d'un bon CV, parce que même si on ne recrute pas aujourd'hui, si on tombe sur un bon CV, on se dit « Ah, cette personne pourra m'aider dans mon développement », vu son parcours. Donc voilà, donc on prône vraiment un recrutement permanent. Donc nos tarifs sont différents par rapport à chaque client, par rapport à différentes choses. On fait vraiment du service sur mesure. Et pareil concernant le cabinet de recrutement. Il y a quand même un prix minimum, j'imagine. Quel est-il? Alors aujourd'hui, pour un abonnement, le prix minimum par mois, c'est 99 €. Voilà, donc c'est dit. Et si on est intéressé et qu'on veut vous contacter, comment fait-on, Aurélie Dantet? On va sur le site recrutimo.com. Tout passe par le site, que ce soit les candidats ou les sociétés qui recrutent dans l'immobilier. Tout à fait. Merci pour tout ce tour d'horizon. Alors, je vais repasser la parole à Maxime Tory. Donc, d'autant qu'en tant que maire, est très intéressé, vous, par le design et l'agencement immobilier de la ville de Montmorency. Je pense que ça vous a bien interpellé, ces deux professions dans l'immobilier. Oui, j'ai découvert des choses ce matin. J'observe que vous parlez de vos professions avec beaucoup de passion. Et c'est un élément auquel j'accorde beaucoup d'importance. Vous avez parlé de motivation. On sent que vous l'avez pour vos métiers, donc bravo. Merci. Pour conclure, peut-être, Maxime Tory, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs? Tout d'abord, souhaiter beaucoup de courage à tout le monde parce qu'on est dans une période difficile qu'on surmontera collectivement. On retrouvera le goût des jours heureux. J'y crois sincèrement. Je m'associe à toutes les personnes qui aujourd'hui sont fragilisées par cette crise. Évidemment les victimes, les familles des victimes de cette crise et tous ceux qui, dans leur situation personnelle ou professionnelle, se sentent fragilisés. Donc on a une vraie grosse pensée pour eux. On pense aux commerces notamment installés à Montmorency. Comment font-ils en ce moment? Est-ce qu'ils lèvent le rideau et accueillent le client sur rendez-vous? Comment ça se passe? Alors, évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour les commerçants, pour les indépendants, pour les artisans. À Montmorency, il y a des commerces qui se mettent au click and collect. Nous allons lancer une plateforme de click and collect dans les prochains jours, qui a déjà été annoncée. Nous, notre rôle, c'est de les soutenir au maximum. On a vraiment besoin d'eux. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de nous, donc charge à nous, à chacun d'entre nous, de consommer local et de se battre pour préserver ce commerce de proximité. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence en studio. Cette émission s'achève et donc je vais vous retrouver dès demain. Demain, on parlera justement intelligence artificielle et puis je continuerai à vous parler bien sûr des programmes d'aide de la région et notamment dans l'innovation. Très belle journée à vous toutes. Ciao, ciao.